Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, beaucoup de richesse dans nos discussions, beaucoup de créativité, beaucoup de pertinence, plein d'idées. Mais je me rassure en sachant que Olivier Marchal, qui anime nos débats, eh bien, Olivier saura retirer la substantifique moelle des débats que nous avons eus aujourd'hui. Avant de lui céder la parole, j'aimerais partager avec vous 3 réflexions qu'à titre personnel, je retire de ces discussions. La première concerne le cap. Et Sénèque disait « Il n'est de bon vent que pour ceux qui ont un cap ». Sincèrement, depuis nos derniers états de la France, nous avons le sentiment que notre pays a fait des choix qui vont dans le sens de ce choc d'attractivité que nous avions appelé à nos vœux l'année dernière. Nous avons été écoutés, a priori on devrait être entendu, donc on ne peut que s'en réjouir. Le deuxième concerne l'état de notre pays en cette année 2014, où, selon notre analyse, mon analyse, on se trouve entre 2 eaux. Il y a des courants contraires, portés notamment par des décisions antérieurement prises. On a parlé de la pénibilité, par exemple, et ce genre de décisions viennent contrarier ceux plus prometteurs des décisions qui ne sont pas encore, pour la majorité d'entre elles, rentrées dans les faits. La troisième réflexion concerne le souffle. Après avoir subi des vents contraires, nous avons le sentiment que pour redresser la barre, notre pays doit, s'il veut rester dans la course, aller plus vite, aller plus loin, aller plus fort. Et donc, il faut conserver le cap qui a été donné, accélérer le rythme et passer à l'action. Telle est en fait notre recommandation générale dans laquelle vont s'inscrire celles qu'à l'issue de cette séquence de notre journée, nous allons former. Avant de céder de nouveau la parole à Olivier, j'aimerais poser une question clé, celle de la confiance et de la capacité de notre pays à rebondir. Faut-il désespérer de la France ? La réponse que nous avons apportée aujourd'hui est claire, non. Non, parce que nous avons toutes les raisons d'espérer et de croire en la France. Et j'aimerais en identifier quelques-unes. La première, c'est que notre pays dispose d'atouts. On les a clairement rappelés à de nombreuses fois aujourd'hui, et notamment le premier qui commence par les hommes et les talents. La France est reconnue pour la créativité, mais aussi pour la qualité de ses talents. Ensuite, tous les handicaps que nous avons mentionnés aujourd'hui, dont nous avons parlé aujourd'hui, en fait, ils portent tous sur des paramètres sur lesquels nous pouvons jouer. Et je pense notamment au poids des réglementations et des charges. Et finalement, notre pays, s'il attend les dernières extrémités pour prononcer son aggiornamento, il a toujours démontré une capacité formidable de rebond. Voilà mes raisons d'espérer, mais bien sûr, demeure son rapport au monde, ce monde où, de par nos responsabilités, nous sommes, nous tous, amenés quotidiennement à côtoyer l'autre, et l'ailleurs, qui bouge plus vite, plus fort que le nôtre. Donc nos débats du jour l'ont souligné, l'attractivité s'apprécie de façon relative, pas simplement en fonction de la France, mais surtout en fonction du monde qui nous entoure. Elle ne se jauge pas au regard du passé, mais des autres, ceux avec qui nous nous battons au quotidien et qui souvent disposent d'arguments qui nous font défaut. Nous aimerions, pour que la France gagne, jouer à armes égales. Et c'est à l'identification de ce qui nous permettrait d'être plus performants que nous allons consacrer cette séance maintenant. Olivier, je te cède la parole. Merci beaucoup Alain. Alors, double challenge pour ce panel. Petit 1, nous devons être très synthétiques, essayer de cristalliser les recommandations clés pour améliorer l'attractivité de la France qui ressortent de cette journée et de le faire de façon concise, de façon à ne pas chambouler les agendas de Michel Sapin et de Pierre Gattaz, que nous souhaitons voir réagir à notre exercice de synthèse. Donc on va se jeter à l'eau directement, je ferai des questions courtes et je vous demanderai des réponses courtes. Gérald Karsenty fera ensuite une synthèse de la synthèse pour faire ressortir les lignes les plus fortes. On va commencer par le volet social, volet sur lequel on aurait aimé aujourd'hui pouvoir consacrer plus de temps, le plus complexe et certainement le plus important. On parlera dans un moment du droit du travail, mais je voudrais qu'on commence
par la question du coût du travail qui a été évoquée un peu plus tôt aujourd'hui. Christian Nibourel, puis-je te demander de lancer notre échange avec tes réflexions et surtout tes recommandations sur ce sujet? Non, je crois que les réflexions sur le coût du travail et sur les charges, l'idée qui est ressortie de nos débats était de dire poursuivons l'action engagée en matière de réduction du coût du travail. Je crois que ça allait dans le bon sens et ça a été souligné par tous les participants. Par une baisse aussi des charges sociales. Veiller aussi à ce que les dispositifs mis en place soient simples et poursuivre celles menées dans le domaine de la stabilisation de l'environnement fiscal. Ça, c'est un engagement du gouvernement. Et puis donner à la politique fiscale plus de cohérence et de simplicité et de lisibilité. C'est vrai que les engagements ont été pris, les discours étaient là, et puis parfois on a encore quelques scories qui peuvent arriver et déstabiliser le débat. Je prendrai la taxe sur les surfaces commerciales, qui pour certaines fédérations ou branches ont été une surprise, et puis des éléments sur de la non-déductibilité de taxes qui peuvent être introduites par les discussions aujourd'hui au niveau des députés et de l'Assemblée. Ça fait partie de ces choses qui, remontées, perturbent un peu le débat. Des progrès ont été faits. La lisibilité doit être là et la pérennité des actions engagées doit être confirmée, mais je crois qu'on a tous souligné l'intérêt et l'orientation qui est donnée sur cette baisse des charges et du coût du travail. Merci beaucoup, Christian. Sur la question du marché du travail, on l'a vu, notre marché du travail reste trop rigide, en dépit d'améliorations en cours ou annoncées. Alain, tu as présidé cette table ronde. Quels sont les points forts que tu en ressors et encore une fois, les recommandations aussi pratiques que possible qu'on pourrait formuler? Comme l'année dernière, et on a beaucoup d'espoir dans la loi Macron que ça bouge, mais dépénalisation du droit du travail de manière générale et faire passer plus cette dépénalisation vers des mesures de droit civil, que ce soit des sanctions administratives ou financières. Donc, limiter les aspects pénaux du droit du travail. Deuxièmement, concrétiser cette intention qui a été annoncée par le président de la République de dépénaliser le délit d'entrave. Deuxième mesure que nous proposons. Et puis, simplifier les procédures de consultation. On les a entendues beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, nous devons travailler avec les comités d'entreprise, parfois différents comités d'entreprise, les comités de CHSCT. Les rôles et les attributions sont parfois redondantes, ce qui nous demande énormément de travail redondant. Et donc, on a entendu des idées de fusionner les instances et de clarifier les rôles. Il y a sur cette question du social un point sensible autour duquel on a un petit peu virevolté aujourd'hui, c'est la question du contrat de travail. Est-ce que quelqu'un, Christophe peut-être, veut intervenir sur ce point? Merci de me donner le sujet qui a été effectivement vu comme quelque chose de très polémique, mais comme j'aime bien m'inscrire dans cette logique, je le ferai volontiers. Donc je vais m'inscrire en faux par rapport à ce qu'a indiqué la déléguée générale tout à l'heure. Moi, je pense effectivement que nous sommes dans une situation d'urgence. La dualité du marché du travail est absolument affligeante en France, affligeante, et je pèse mes mots. Savoir qu'il y a 80% des salariés qui sont protégés par un CDI, qu'il y a 87% de ces chiffres qui nous ont été donnés tout à l'heure, qui sont finalement des jeunes qui sont en CDD, avec des CDD qui sont pour le moins précaires. Donc on a une dualité du travail qui est tout à fait insupportable et qui, de fait, exclut l'ensemble de la jeunesse d'un accès à un travail. Ce qu'a dit tout à l'heure le représentant de Cornfeny était tout à fait incroyable. C'est-à-dire que finalement, on est en train de sacrifier une génération pour quelques privilégiés. Donc là, il y a vraiment urgence. Quand je vois aussi un prix Nobel, maintenant on est très fiers de nos prix Nobel qui nous déclarent, prix Nobel d'économie qui nous déclare les entreprises ont très peur de créer des CDI, elles n'ont pas de flexibilité en cas de problème, elles utilisent beaucoup de CDI, de CDD et de stages. Donc là, il faut à mon avis, si on veut être vraiment plus fort et plus impactant, il faut passer à un mode différent, c'est-à-dire un CDI pour tout le monde, avec des clauses de rupture qui soient très claires, très simples,
Encore une fois, là aussi, ça serait un facteur structurant pour l'ensemble de notre droit social, c'est-à-dire on a encore une fois 60 pages de droit social, de code social suisse, il y en a 3200 et quelques pages du code, 200 cette année de plus, donc on est dans un déséquilibre qui est complètement dingue. Simplement, il y a une différence, c'est que dans ces pays-là, la Suisse est un bon exemple, à mon avis encore meilleur que l'Allemagne, de ce domaine, sur l'intégration des jeunes, l'alternance. Il faut naturellement avoir des contrats qui soient plus spécifiques par branche, par type d'activité. C'est vers cela qu'il faut tendre. Et à mon avis, si on veut sortir de cette spirale qui, à mon avis, n'est pas bonne, et face à une situation d'urgence, il faut implémenter ce CDI pour tout le monde. Et je ne pense pas que les réformes, même si elles sont encourageantes sur les prud'hommes, même sur d'autres réformes qui ont été indiquées tout à l'heure, suffiront à créer le choc et intégrer toute une vague de population qui est pour l'instant en marge et qui ne trouve pas sa place dans le marché du travail. Nous avons des jeunes de talent, nous en avons beaucoup de catégories, et malheureusement, ils restent en dehors. Il y a urgence, il faut le faire, et il faut le faire vite. Merci beaucoup Christophe, on a compris le sentiment d'urgence. Ça a été clair. Parlons d'un sujet qui a été important aujourd'hui, c'est celle de l'innovation et la question des talents également. Gérald, tu as présidé cette table. Peux-tu synthétiser un peu les priorités qu'on a essayé de faire ressortir ? Alors, je serai bref parce qu'on vient d'en parler, puis finalement, on en a parlé toute la journée. Alors, la première, peut-être, j'en vois 5 en fait, très rapidement. La première, c'est peut-être qu'on essaie de concentrer nos efforts sur des axes qui nous paraissent prioritaires. Éviter le saupoudrage, c'est ce qui a été dit dans plusieurs tables rondes, plusieurs discussions. On a vu qu'il y avait des secteurs peut-être à privilégier. Je pense à la science du vivant, le numérique, l'énergie et les transports, où il y a beaucoup de choses à faire et probablement qu'il faut y mettre là notre énergie. La deuxième chose, c'est qu'on a dit et redit qu'il fallait un état d'esprit favorable à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Je reprends 2 points. Le premier, c'est en substituant au principe de précaution qui est un petit peu habituel, un principe de progrès. Et puis accepter le droit à l'échec qui est et même quelque part le mettre en scène parce qu'on sait que les grands succès arrivent après quelques échecs. Continuer à faire ce que nous faisons en France, très bien, à savoir créer des écosystèmes entre la recherche, les entreprises et les universités. On a de bons exemples, ce qui est en train de se faire sur le plateau de Saclay, ce qui est fait depuis longtemps en Isère, ou Sophia Antipolis, Bordeaux, notre ancien Premier ministre Alain Juppé l'a rappelé. Poursuivre ce que nous faisons en matière de financement de l'innovation, parce que je pense qu'on fait beaucoup, on est tous à le reconnaître, en particulier le crédit impôt recherche qui s'est transformé en crédit impôt innovation, le CICE qui va rentrer à sa pleine mesure, mais il faut poursuivre et simplifier sans doute. Et enfin, je terminerai par donner un vrai statut aux chercheurs. On l'a dit, il y a des décalages de 45% entre le salaire d'un chercheur français versus un chercheur américain. Ça n'est pas normal. C'est très difficile de faire revenir nos talents français. C'est bien qu'ils partent, il faut qu'ils reviennent et il faut leur donner les moyens de conduire des recherches en les inscrivant dans le long terme. Voilà ce que je dirais, Olivier. D'accord. Et sur la question des talents, puisque nous devons à la fois retenir ceux que nous avons, mais aussi savoir attirer les talents étrangers, Alain, des points que tu voudrais... ajouter ? Oui, tout à fait. C'était une de nos 5 recommandations l'année dernière. On voit que là, elle a été partiellement écoutée et entendue, puisque Emmanuel Macron nous a annoncé ce matin qu'il y aurait une modification. Et donc, si vous changiez de fonction durant la période de 5 années, le statut d'impatriation serait conservé. C'est très bien. Mais sincèrement, ce n'est pas ça qui va nous permettre à nous de vraiment avoir une politique agressive d'attraction des talents internationaux en France. Et c'était ce que nous avions demandé l'année dernière, et je crois qu'il faut le demander à nouveau, il faut améliorer cette fiscalité des impatriés, et notamment celle sur la taxation des stock options. On a entendu la ministre Le Maire parler éventuellement d'avoir un régime favorable pour les nouveaux entrepreneurs, c'est très bien, mais je crois qu'il est aussi très important de développer l'entrepreneuriat salarié dans toutes les entreprises en France. Pour revenir à cette fiscalité des impatriés,
Nous avions demandé l'année dernière une extension du régime fiscal de 5 à 10 ans. Je crois qu'il faut continuer à demander cela pour fixer ces talents internationaux en France, simplifier les démarches administratives d'obtention de ce statut. Et puis, on l'a entendu ce matin, très important, il faut que le talent se sente bien en France, mais il faut aussi que sa famille, son environnement se sentent bien en France. Et pour cela, notamment, élargir l'offre d'écoles internationales afin que toute la famille se sente bien ici. Merci beaucoup, Alain. Je voudrais qu'on revienne également sur un sujet dont on a pas mal parlé aujourd'hui, c'est celui de l'image d'attractivité de la France et parfois cette déconnexion entre image et réalité. Jean-Pierre EY s'investit beaucoup sur ce sujet d'image, de réputation de la France. Quels sont tes commentaires et lignes fortes? Oui, je pense qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on débat depuis plusieurs années, qui est de donner à la France un message clair. On parle dans ce monde concurrentiel des États, dans ce monde concurrentiel des implantations. Il est important que la France porte une marque France. Et au fond, pour qu'on puisse en parler positivement de la marque France, il faut qu'elle soit supportée par une vision claire, une vision ambitieuse pour notre pays, et que derrière cette vision, on ait le support de messages et d'actions cohérentes avec cette vision de la France. Et donc c'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur la communication et la marque France pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers. Bien, autre volet, ça a été la discussion animée autour de la question des territoires. Christian, tes recommandations? Oui, écoutez, sur les territoires, c'est une discussion intéressante. J'avais donné un message d'espoir pour que le territoire soit un des éléments qui nous permettent de recréer du dynamisme par la synergie de l'ensemble des territoires. Je crois que les différents intervenants ont soutenu. Un principe qui peut être retenu, c'est le principe de subsidiarité comme gage d'efficacité et dans la méthode de mise en œuvre. L'autre principe qui est de dire que c'est bien sûr la région et la bonne taille d'action en créant un environnement propice au développement de l'entreprise. Je crois que tous les acteurs étaient d'accord. Le point était peut-être de structurer le fond et la forme du dialogue entreprise et élus à l'intérieur des territoires. On a sorti l'idée de la métropole sur les interventions d'Alain Juppé. C'est vrai que la métropole a un rôle important à jouer dans la région et dans le territoire. C'est peut-être un point d'ajustement sur lequel il faudra réfléchir et travailler peut-être plus pour affiner les recommandations. Merci beaucoup, Christian. Au-delà de la question des territoires, il y a la question de l'écosystème. Et Christophe, je sais que tu as des idées fortes également sur ce thème. Est-ce que tu peux les partager? Aussi, sur ce sujet-là, à mon avis, il semble important de travailler sur le long terme. Parce qu'on a beaucoup parlé sur le court terme. Il faut des actions de court terme. Il faut aussi faire évoluer, à mon avis, notre écosystème français pour qu'il soit plus ouvert aux enjeux économiques internationaux de la globalisation. Pour avoir été quelqu'un qui a été 15 ans à l'étranger, je suis parfois frappé que la France et les Français se tournent un peu plus sur leur passé glorieux que regarder avec confiance sur l'avenir. Et ce fameux, j'ai bien aimé ce qu'a dit tout à l'heure sur dans ma société, j'ai interdit en France à mes 7500 employés de parler de l'exception française. Il n'y a pas d'exception française, parce que quand on retire ce terme du vocabulaire, tous les gens se comparent à l'ensemble des éléments du groupe, c'est-à-dire les 350 000 autres, et on s'aperçoit que finalement ils sont meilleurs. Donc vous voyez, à partir du moment où on se met en benchmark par rapport à tous les autres, on n'a rien à craindre. Donc il faut travailler sur le long terme, et travailler sur le long terme, pour moi, ça veut dire changer un petit peu de modèle, parce qu'on a un modèle en France qui est encore très marqué par cette culture colbertiste, à savoir qu'on a des grandes entreprises qui sont messiatiques et qui, naturellement, souvent liées à la sphère publique aussi. Il faut libérer de l'énergie. Libérer l'énergie, ça veut dire développer une culture économique digne de ce nom en France, c'est-à-dire que supprimer un certain nombre de suspicions réciproques entre le privé et le public. Il faut libérer partout où c'est possible la mobilité, rendre les gens plus mobiles, plus internationaux. Et pour ça, il faut qu'ils aient confiance. Et à mon avis, un des vecteurs les plus importants de cette confiance, c'est la capacité de se projeter, notamment à l'étranger, dans un milieu international. Et si j'avais une proposition à faire, c'est rendre l'anglais obligatoire. Obligatoire dès le plus jeune âge,
parce que dans toute société, qu'elle soit allemande, comme la mienne ou autre, il y a un seul langage de communication internationale, c'est l'anglais. Donc il faut absolument qu'on arrive là aussi à créer un choc, rapprocher l'économie, que l'on puisse comprendre les modèles économiques et que naturellement, par l'éducation de nos jeunes générations, on puisse là se projeter dans un avenir beaucoup plus glorieux en gardant ces spécificités françaises qui sont une dimension supplémentaire et une âme particulière. Merci beaucoup Christophe et merci à vous tous. Je vous avais donné un double challenge d'esprit de synthèse et de concision et vous les avez relevés avec brio et ça ne me surprend pas. Gérald, la synthèse de la synthèse. Jean-Pierre, que je n'ai pas. Alors, 15 secondes. 15 secondes pour ajouter un point. Je sais qu'autour de la table, on tient beaucoup à cette aussi recommandation, donc je me permets de la dire. C'est par rapport à notamment la politique de réindustrialisation et d'investissement de nos partenaires d'entreprises étrangères en France. Il faut qu'on soit certain, et au fond il y a eu quelques exemples récents qui ont défrayé la chronique, il faut être certain que, à la fois culturellement mais aussi en termes de mesures, on ne soit pas enclin à un protectionnisme par rapport à l'ouverture des marchés et que notamment la politique d'attractivité doit être fondée d'abord sur la priorité à l'emploi, à l'investissement, par rapport à la nationalité de l'investisseur. Merci beaucoup Jean-Pierre. Gérald, tu as la parole. Donc, synthèse de la synthèse qui, en fait, n'est pas mon message, mais le message de l'ensemble de mes collègues et de moi-même et de ce que nous avons discuté pendant toute cette journée et tout au long de l'année pour ce qui nous concerne. Alors, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, nous voici donc arrivés au terme de cette séquence consacrée aux recommandations des États de la France qui sont à la fois l'aboutissement de nos débats de la journée et de notre table ronde, mais aussi, vous l'imaginez, d'un travail que nous avons effectué en amont. Cet exercice n'est pas vain et j'en veux pour preuve le sort qui a été réservé aux recommandations que nous avions formées l'an passé. Dépénaliser le droit du travail et supprimer le délit d'entrave. Stabiliser l'environnement fiscal et proscrire la rétroactivité des lois. Anticiper l'impact de nouvelles mesures sur l'investissement international. Attirer les talents internationaux, nous venons d'en parler. Alléger les procédures de consultation sociale et d'expertise en matière de restructuration. Ces recommandations, nous les avons présentées au président de la République François Hollande le 4 février dernier, les 4 premières ayant été, pour notre plus grande satisfaction, prises en considération. Nous pensons néanmoins que pour nous mettre au niveau des pays les plus compétitifs, car il s'agit bien d'une compétitivité relative, il nous faut aller plus vite, plus loin, plus fort. C'est bien ce qu'attendent nos maisons mères pour replacer notre pays sur l'écran des destinations privilégiées pour l'investissement international. Tel est le message que plus de 80 sociétés à capitaux étrangers ont délivré dans le manifeste que nous avons publié ce matin dans les Échos. Aller plus vite, plus loin, plus fort, mais comment ? En engageant des politiques qui, mises en œuvre rapidement, la vitesse étant importante, nous permettraient de convaincre plus facilement nos maisons mères de faire le choix de la France. De tout ce que j'ai entendu aujourd'hui et des débats, notamment lors de la dernière table ronde, voici nos recommandations. Veillez à ce que la politique de réindustrialisation ne soit pas dévoyée par des mesures protectionnistes. Nous devons privilégier l'ouverture des marchés, génératrices d'attractivité, d'emploi et d'investissement à la nationalité de l'investisseur. Engager une politique ambitieuse d'attraction des talents internationaux en améliorant la fiscalité des impatriés et notamment celle sur la taxation des stock options, en étendant le régime fiscal de 5 à 10 ans, en simplifiant les démarches administratives et en élargissant l'offre d'écoles internationales pour améliorer l'accueil des familles accompagnantes, il ne faut pas l'oublier. Améliorer la cartographie des territoires en donnant aux régions une carte d'identité afin d'améliorer leur lisibilité et leur marketing international autour de leur spécialité. Il conviendrait d'associer pleinement le monde de l'entreprise aux choix effectués par les responsables locaux et créer dans chaque métropole un conseil stratégique de l'attractivité.
Ensuite, pour faire évoluer l'écosystème français pour qu'il soit plus ouvert aux enjeux économiques et à la mondialisation en rapprochant le monde de l'éducation et des entreprises, en rendant l'apprentissage de l'anglais obligatoire dès l'école élémentaire, en rendant obligatoires les stages en entreprise, dont les entreprises étrangères, bien sûr. Mais il est 5 recommandations qui nous semblent décisives. La première, poursuivre l'action engagée en matière de réduction du coût du travail par une baisse continue des charges sociales. Veiller à ce que les dispositifs mis en place soient simples et poursuivre les actions menées dans le domaine de la stabilisation de l'environnement fiscal en donnant à la politique fiscale plus de cohérence, de simplicité et de lisibilité. 2. Limiter les aspects pénaux du droit du travail au seul domaine mettant en cause l'intégrité physique ou morale des salariés. Concrétiser l'intention de dépénaliser le délit d'entrave et soumettre l'intégralité des relations du travail au droit civil de la responsabilité. Simplifier les procédures de consultation en fusionnant les différentes instances de représentation du personnel, en régulant le pouvoir, en allégeant les procédures de concertation, en encadrant le coût des expertises et en limitant dans le temps la durée des mandatures. 3. Assouplir et simplifier le contrat à durée indéterminée pour favoriser l'emploi. 4. Mettre en cohérence toutes les initiatives proliférantes prises en matière d'innovation, concentrer les efforts sur des priorités à fort potentiel de développement et de rayonnement, nous en parlions tout à l'heure, telle la création d'un cluster de niveau mondial, intensifier les rapprochements entre le monde de la recherche, de l'université et des entreprises, créer un état d'esprit favorable à l'innovation avec ce fameux principe de progrès et améliorer le financement de l'innovation. 5. Enfin, soigner la communication internationale de la France en adressant aux milieux d'affaires étrangers des messages clairs et non contradictoires et se doter d'une véritable politique de marque France. Nous en ferons donc nos priorités. Tout au long de l'année, nous allons les promouvoir en formant le vœu qu'à l'instar de celles que nous avions formées l'an dernier, elles soient favorablement accueillies, ce que vous nous direz peut-être, Monsieur le Ministre, tout à l'heure. Ces recommandations ne sont pas des revendications catégorielles. Elles sont inspirées par une ambition, faire en sorte que notre pays soit mieux irrigué par l'investissement international, créateur de richesses et d'emplois. Christian. Ah bien, écoutez, monsieur le... C'est bon là, ça marche. Monsieur le président du MEDEF, cher Pierre, nous approchons maintenant du terme de nos débats qui réunissent les sociétés multinationales implantées en France. Alors, vous savez que de par nos fonctions, nous sommes les ambassadeurs de notre pays auprès de nos maisons mères pour que nos quartiers généraux prennent les décisions d'investissement et d'y créer des emplois. Alors on le fait bien entendu par intérêt, puisque tout nouvel investissement élargit notre périmètre de responsabilité, mais on le fait aussi par conviction. Nous croyons en la France, dans ses atouts, dans ses talents, et nous sommes quelquefois désolés que d'autres avec moins que nous fassent mieux que nous. Alors sur la problématique qui nous réunit aujourd'hui, celle de l'attractivité du site France, nous avons salué les initiatives prises par le gouvernement qui répondent aux recommandations que nous avions formées l'an dernier. Gérald le disait, œuvrer dans un environnement fiscal plus stable, simplifier le cadre réglementaire dans lequel nous évoluons, puis engager un processus de diminution du coût du travail. Mais nous avons aussi dit qu'il fallait conserver le cap, accélérer le rythme et passer à l'action. Gérald vient de présenter nos priorités qui nous permettraient d'être plus performants et de sortir plus souvent gagnants des compétitions intragroupes auxquelles nous sommes soumis. Nous aimerions maintenant accueillir vos commentaires sur celle-ci afin de préciser nos débats. Monsieur Pierre Gattaz.